Le tango, c'est comme Buenos Aires, un mélange de plein de choses. J'ai des origines italiennes, françaises, danoises, espagnoles et même argentines depuis plusieurs générations. Buenos Aires, l'endroit où les vents sont bons. Quand au XVIe siècle, les conquistadors découvrent cette baie, c'est le nom qu'ils lui donnent. 300 ans plus tard, quand l'Europe devient trop étroite, cette promesse de vent meilleur attire des milliers d'émigrés. Parmi eux, beaucoup de Basques, comme le père de Michel. Alors le bateau venait là et il s'arrêtait là, juste c'est l'hôtel des immigrants. Depuis 1800 et quelques, tous les immigrants qui arrivaient en Argentine descendaient là. Alors mon père, à chaque arrivée d'un bateau qui provenance de Bordeaux, il montait à bord pour voir s'il y avait de jeunes paysans ou laboureurs français, basques français, et il les plaçait, soit comme dans les commerces ici des Basques français, ou à la campagne, surtout à la campagne. Parce qu'ils allaient tous comme cow-boys basques français à la campagne. Qu'est-ce qu'ils venaient tous chercher ici, les Basques? Ils venaient ici faire fortune. Je dois vous dire qu'à 70%, ils ont réussi. Les grandes fortunes, c'est à la fin du 19e siècle qu'elles se bâtissent. À l'époque, l'argent coule à flot et la fièvre argentine gagne toute l'Europe. Sur les 12 millions d'Européens qui s'embarquent pour l'Amérique du Sud entre le 19e et le 20e siècle, près de la moitié débarquent ici. À l'image de sa population, Buenos Aires est un mélange de toutes les cultures. Et si la ville a grandi et prospéré à l'autre bout du monde, elle a toujours gardé un œil jaloux sur l'Europe, au point, parfois, de se prendre pour Londres, Madrid ou Paris. Fabio Grementieri est né à Buenos Aires. Ses arrière-grands-parents sont venus d'Italie. Architecte de renom, Fabio est un spécialiste des époques italiennes et françaises. La visite commence dans le centre-ville, devant l'ambassade de France. À un moment donné, on a parlé de Buenos Aires comme un petit Paris, non seulement à cause de cette passion pour l'architecture française, pour le paysagisme, pour la sculpture européenne française, mais aussi pour la manière de vivre, la manière de vivre des gens, des familles fortunées qui apprenaient le français comme comme langue maternelle. Ils écrivaient, ils lisaient en français des auteurs français, ils écoutaient de la musique d'origine française. Ils disaient, nous n'allons pas à Paris, nous habitons à Paris. À un quart d'heure à pied, le quartier commerçant. Là encore, difficile de se croire en Amérique latine. Voilà, on est dans le carrefour commercial de Buenos Aires, sur la rue piétonnaire Florida. Et voilà, l'Italie, la France et l'Angleterre, l'une à côté de l'autre. C'est les magasins commerciaux les plus importants des années 1900, l'investissement du bon marché français rive gauche, dans un bâtiment qui c'est un pastiche de la Galeria Vittorio Emanuele à Milan, le siège du centre naval du club de la marine dans le style Beaux-Arts et le magasin Harrods, la branche du grand magasin de Londres. Un peu plus loin, le Café Tortoni, une institution à Buenos Aires. Un soupçon de quartier latin, un zeste de Vienne. Ici, des générations d'intellectuels ont refait le monde et dansé le tango. Buenos Aires, c'est un peu l'Europe, un résumé de diverses cultures européennes, de diverses parties de l'Europe qui se sont concentrées ici, mais dans un contexte d'une échelle américaine. Les gens de Buenos Aires, ils se sentent des Européens, des réfugiés de l'Europe en Amérique du Sud. T'as vu ce qu'il a fait là? Il la met. Isabelle et Christian Laxac sont basques. Un ranch de 5000 hectares à 2 heures de la capitale, 4000 têtes de bétail. Aujourd'hui, comme toute la bonne société de Buenos Aires, ils sont venus assister à la demi-finale du championnat de polo. Un signe de réussite en Argentine. Le sport national et populaire, c'est le football. Après le football, très loin, c'est très select. Parce que il faut avoir un pouvoir d'achat très élevé et non pour pouvoir jouer au polo. Chaque équipe, c'est 4 joueurs. Il y en a une qui a... Ces 4 joueurs sont basques. 3 Guyana Guerre, c'est bien basque. Et l'autre, elle a 3 basques
qui sont cousins germains des autres trois. Et il y a un autre qui n'est pas basque, Milo Llorente. Si, il n'est pas basque. Araujo, c'est pas basque. C'est l'unique, il y a un seul qui n'est pas basque. La famille Laxac vit confortablement. Elle partage son temps entre son domaine et son appartement de Buenos Aires. 7 enfants et une petite fille. Ici, on est à l'aise dans les 2 langues, le français et l'espagnol. Quand on doit se dire des choses désagréables, généralement c'est en espagnol. C'est beaucoup plus fluide. Mais vous, entre vous, les enfants, vous parlez espagnol? Vous parlez espagnol? Nous, les parents et les 3 aînés, d'habitude, parlaient plus fréquemment français, mais avec les 3 derniers, je crois que c'est plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains se sentent plus français, d'autres plus argentins dans la famille? Quand j'ai commencé à sortir avec votre fille, elle m'a dit « Quand on aura des enfants, est-ce que tu m'autoriseras à leur parler en français ?» Et alors moi je lui ai répondu « Non, je ne vais pas t'autoriser. Je vais t'obliger à leur parler en français. » Et voilà le résultat. D'un côté, nous, on a vécu toute notre vie en Argentine, donc on reconnaît cette terre argentine comme notre terre-mère aussi, d'un côté. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de familles françaises, et donc du coup, on est très tiré par la France quand même. Mais alors, je ne sais pas, c'est un peu spécial quand même, parce qu'on n'est ni argentin, ni français, ni quoi. On est quoi? Non, non, mais comme dit Caroline, non, on est les deux. On est franco-argentin. De ce métissage, de ce brassage des cultures, va naître le symbole du pays, le tango. La nuit dans Buenos Aires, dans tous les quartiers, à tous les âges, on danse. Julieta Lotti est professeure de danse et elle aussi, petite fille d'immigrés. Dans les veines de Julieta coule un mélange typiquement argentin. Ça, ce sont mes grands-parents. Ma grand-mère et mon grand-père. Mon grand-père était danois. Ma grand-mère d'origine créole et espagnole. J'ai des origines italiennes, françaises, danoises, espagnoles et même argentines depuis plusieurs générations. Le tango, c'est comme Buenos Aires, un mélange de plein de choses. À l'époque, les immigrants arrivaient de tous les coins d'Europe. Dans leurs valises, ils apportaient leurs instruments, leurs danses, leur musique, leurs traditions. Au même moment, beaucoup de paysans argentins ont quitté la campagne pour venir s'installer dans la grande capitale, Buenos Aires. Et eux aussi, ils ont apporté leurs traditions. Tout ça s'est mélangé pour faire naître une nouvelle culture. Et c'est comme ça qu'est né le tango. C'était d'abord une danse, puis c'est devenu une musique. Mais avant, on ne dansait le tango que dans les bordels et les bas quartiers. Le tango avait mauvaise réputation. Et il a fallu qu'il triomphe à Paris, la grande capitale du monde, la ville du glamour, pour qu'il fasse un retour triomphal à Buenos Aires et qu'il connaisse son heure de gloire. En Argentine, tout ce qui est français a toujours fait la mode.
À l'époque où la ville avait la folie des grandeurs, on y a même reproduit à grands frais l'un des symboles de Paris. Voici mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Voilà, ces caricatures de ma famille ont toutes été publiées dans la presse. Ça prouve combien les paysagistes étaient à la mode à l'époque. Sur le mur, le portrait de Charles Tay, un paysagiste français qui travaillait à l'Office des parcs et jardins de Paris. Devant lui, Carlos Tay, son arrière-petit-fils, né à Buenos Aires, 4e du nom, et lui aussi paysagiste. Lui, c'est mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, en français. Il est venu en Argentine en 1889 parce que des Argentins sont allés le chercher en Europe. Ces Argentins de Cordoba voulaient créer un immense parc dans le centre du pays. À cette époque, l'Argentine commençait à peine à devenir un grand pays. Et nous voulions avoir des parcs et des villes comme en Europe. Alors ces messieurs, au lieu de juste s'inspirer de ce qui existait, ont décidé de faire venir ceux qui savaient faire ces œuvres d'art. À Paris, Charles Tay a participé à 2 projets majeurs, les Buttes Chaumont et le Bois de Boulogne. Ça, c'est le Bois de Boulogne, et là, c'est le parc de Buenos Aires qu'on appelle le Bois de Palerme. C'est une copie conforme du Bois de Boulogne. Regardez ces axes droits qui organisent le parc. On les retrouve ici aussi. Et puis le romantisme de ces longues lignes courbes qui permettent toutes les promenades. Si l'on regarde dans le détail, au cœur du Bois de Boulogne, on trouve un lac. Et regardez ici, dans le Bois de Palerme, on retrouve un lac, et puis un autre ici. Enfin, il y a ces arbres qui sont omniprésents, plantés là pour lutter contre la pollution des grandes villes. Et pour la fin du 19e siècle, c'était une idée très moderne. À cette époque, l'Argentine était en pleine gestation. Notre pays était en train de se former. Il y avait tout à faire ici pour un paysagiste. Tay a très vite été reconnu et c'est lui qui a transformé Buenos Aires. D'un village espagnol, il a fait une grande métropole internationale. Más o menos, ¿no? Quand les Espagnols sont arrivés ici, ils ont été fascinés par ce qu'ils ont appelé un océan de pâturage. Ici, c'était une immense plaine, la Pampa. Il n'y avait que l'herbe, l'horizon et le ciel. Il n'y avait aucun arbre. Et un siècle plus tard, regardez la force de l'idée de mon arrière-grand-père. Regardez ce qu'il en a fait. Un grand parc, un parc romantique par excellence. Dans ces arbres coule la vie, la sève et le sang. Et dans cette sève, nous nous retrouvons, mon arrière-grand-père et moi. Ce qui nous unit, ce n'est pas un lien de sang, mais un lien végétal. C'est pour continuer lui aussi l'œuvre de son père que Christian Laxag a repris avec son frère l'exploitation familiale. Un immense domaine que son grand-père a acheté à la fin du 19e siècle. Quand il n'est pas à Buenos Aires, il est ici, sur ces terres. Ça cette année, c'est mon père qui l'a fait. Et c'est une année qui a maintenant 60 ans. Vous êtes rentré par ici, vous avez fait ça. Vous avez fait ça, ça, et vous êtes venu par là, et vous êtes rentré ici. Nous sommes là, donc nous sommes presque au bout du champ. En tout, on manœuvre près de 5000 hectares. L'arrière-grand-père qui a acheté la propriété, à peu près en 1880, il disait que l'Argentine, ça allait être un pays d'avenir. Les céréales ne couvrent que la moitié des terres. L'autre partie sert de pâturage à 4000 têtes de bétail. Pour surveiller le troupeau, Christian Laxag compte sur ses gauchos, les fameux garçons vachers argentins. Vous voyez comme il lui met le lasso. Voilà. Vous voyez, il lui a pris les pattes de devant. Il y en a un qui prend le coup. Et une fois qu'ils ont pris le coup, après lui, il passe le lasso ou aux pattes de derrière, ou aux pattes de devant. Là, il a attrapé les pattes de devant.
Ça, c'est notre marque. Donc, la propriété de cette bête, je pourrais la discuter si elle a la marque. Donc, mon père, il a inventé cette marque, qui veut dire, ça c'est le J de Jean, ici c'est le P de Paul, et là c'est Laxag. Jean, Paul, Laxag. Tous ces bouvillons, ces veaux, sont vaccinés, sont marqués quand ils ont à peu près 6-7 mois. Ça veut dire quoi d'être gaucho pour vous? Être gaucho, c'est quelque chose qu'on a en nous. On est les meilleurs au monde. Les meilleurs au monde. Il y a des bons garçons vachés ailleurs, mais... C'est vrai qu'il y a les cow-boys américains et les vachers mexicains aussi, mais ils n'ont rien à voir avec les gauchos argentins. Des vrais gauchos, il n'y en a pas ailleurs qu'en Argentine. Des comme nous? Non. Et ils ont tendance à ne vouloir faire que ça. Hein. Vous leur demandez de prendre un tracteur, ils tordent le nez. Ils le font, mais ils tordent le nez. La famille Laxag possède en tout 20 000 hectares en Argentine, environ 2 fois la superficie de Paris. Nicolas, vous avez bien fini ce que je vous ai demandé? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ah ouais. C'est la maison de mon frère. Ça ici c'est ma maison. Et théoriquement, c'était... Aujourd'hui, au menu chez les Laxag, carne à la brasa, de la viande braisée. Une véritable religion en Argentine. C'est la viande de la propriété, c'est un bouvillon de 2 ans. Il est race britannique et produit par des Basques qui vivent en Argentine. Ça vient d'où cette fascination pour la viande chez les Argentins, à votre avis? Au début, le criollo, le gaucho, il avait... C'est ce qu'il avait à portée de la main. Il mangeait ce qu'il avait à la portée de sa main, oui. Et c'était la viande et la viande. Les gens qui habitent là toute l'année, ils mangent de la viande tous les jours. Nous, on est plus européens, peut-être qu'on distribue davantage, on en prend moins. Mais les gens à la campagne, ils en mangent tous les jours, matin et soir. Même quelquefois au petit déjeuner. Mais depuis un peu plus d'1 an, beaucoup d'Argentins ont oublié jusqu'au goût de la viande. En décembre 2001, le pays a fait faillite et la monnaie s'est effondrée, ruinant des centaines de milliers de familles. Depuis, sur la place de Mai, face à la Casa Rosada, l'Élysée argentin, les pauvres et les laissés pour compte manifestent, comme le faisaient les mères des disparus pendant la dictature militaire. La dévaluation et l'inflation ont réduit de 80% le pouvoir d'achat des Argentins. Romina Renicelli a 29 ans. Elle élève seule son fils Facundo. Comme la plupart des Argentins, elle est d'origine italo-espagnole. Il y a à peine 1 an, elle faisait partie de la classe moyenne. Avant, l'Argentine était le seul pays d'Amérique latine à avoir 3 classes sociales. Les riches, nous et les pauvres. Aujourd'hui, ici, il ne reste que les riches et nous. Et franchement, nous, je ne sais pas bien ce que nous sommes. Il y a les riches et nous, et tout en bas, il ne reste que ceux qui meurent de faim. Romina travaille toute la nuit comme serveuse pour 15 pesos, à peine 3 €. Pour survivre, elle a dû retourner chez sa mère. Signe de la crise, comme tous les commerçants, l'épicière du quartier ferme sa boutique à clé par peur des pillages. Les prix, en 1 an, ils ont énormément augmenté. D'un Noël à l'autre, tout a augmenté de 50%. Le lait, incroyable. Le coca, cette semaine, il a augmenté de 10%. Simplement parce que c'est l'été ici. Acheter du coca, c'est un luxe. Aujourd'hui, j'en ai acheté à mon fils pour qu'il se tienne tranquille. C'est un cadeau. Sinon, je ne lui en achète jamais. Il boit de l'eau. Regarde ce café.
Avant, il coûtait 3 pesos 90. Maintenant, il coûte 6 pesos. Et l'eau minérale, elle est passée de 1 peso à 1 peso et demi. 50% de plus pour une simple eau minérale. Et les gens gagnent combien? Leurs salaires ont augmenté? Vous plaisantez? Regardez cette dame. Elle travaille dans un hôpital public. Son salaire n'a pas bougé d'un centime. Votre salaire, il a augmenté? Voyez, elle travaille dans un hôpital public. Et vous, madame, le salaire de votre mari, il a augmenté? Bien sûr que non. Son mari travaille dans une banque. Moi, mon fils est graphiste et il ne trouve pas de travail dans sa branche. Il n'y a pas de travail ici. Notre pays est en train d'expulser sa population. C'est très triste, parce que l'exil, c'est terrible. J'espère que notre gouvernement va se rendre compte qu'on a besoin de notre jeunesse. Sinon, l'Argentine va devenir un pays de vieux. Depuis le début de la crise, Romina a appris à attendre. Devant les banques, devant les hôpitaux, devant les consulats aussi. Aujourd'hui, elle espère faire jouer ses origines pour décrocher un visa espagnol. Comme elle, ils sont des milliers à essayer de tenter leur chance en Europe, surtout en Espagne et en Italie. Romina est arrivée à l'aube et il est déjà 13 h. Mes grands-parents et tous mes arrière-grands-parents viennent d'Europe. Je suis de descendance italienne et espagnole. Alors je veux retourner de là où ils viennent. Parce que c'est la même langue et aussi parce que j'ai des amis là-bas. Aux États-Unis, je ne connais personne. En Europe, au moins, j'aurai un toit et de quoi manger. Quand les Européens ont émigré en Argentine, notre pays était en bonne santé économique. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui est en bonne santé. Donc on fait l'inverse. Vous êtes venus ici, nous allons là-bas. Nous n'allons laisser passer que 7 personnes. 7 personnes et pas une de plus. Il n'y a plus de place à l'intérieur. Les gens font la queue jusque dans les toilettes. Romina a de la chance, elle fait partie du dernier groupe à entrer aujourd'hui. Les autres devront revenir demain à l'aube. Je vous comprends, vous savez. Si ça ne tenait qu'à moi, je laisserais passer tout le monde au lieu de vous dire de revenir demain. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis derrière le guichet. Hein. Je préférerais tous vous faire entrer. Les autorités espagnoles ont fixé une règle, pas de visa pour ceux qui sont argentins depuis plus de 2 générations. À peine un quart d'heure d'entretien et le rêve de Romina s'effondre. Bon, j'ai été très bien reçue, mais je n'ai rien obtenu. Rien. Le problème, c'est que je ne suis pas petite fille, mais arrière-petite fille d'Espagnol. Alors il faudrait que depuis là-bas, on m'offre un travail. C'est la seule solution pour avoir un visa. Ils ne veulent rien entendre. Rien. Alors? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je vais trouver autre chose. Je vais y aller de manière illégale. Demain, Romina tentera tout de même sa chance auprès du consulat italien. Sans grand espoir. Ça fait plus d'1 an que je pense à partir. Presque 2 ans. J'aurais adoré découvrir l'Europe en touriste. Tout voir, tout connaître. Y faire un voyage comme on voyage en Égypte ou ailleurs. Mais pas m'installer là-bas. L'exil, c'est terrible. Je m'imagine déjà en Europe, en train d'écouter un tango. Même un tango que je n'ai jamais écouté ici, ou un groupe qui ne m'intéresse pas aujourd'hui. Et je sais déjà que là-bas, en l'entendant, les larmes vont couler. Je vais penser à ma famille, à mes amis. Mais bon. Cette nuit, Romina rêvera sans doute d'Espagne et d'Italie. Mais des millions d'Argentins, eux, n'ont même pas le choix de l'exil. Alors, certains soirs, Buenos Aires essaie encore de garder des airs de petite Europe, comme pour se convaincre que les bons vents n'ont pas définitivement tourné.